Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Magic Ovaries. Aujourd'hui, mon invité est le professeur Jean-Philippe Wolf, biologiste de la reproduction. Il travaille actuellement au sein du service de la biologie de la reproduction à l'hôpital Cochin de Paris. Le professeur Wolf a réalisé les premières micro-injections de spermatozoïdes en France. Il a également dirigé l'un des plus grands services d'assistance médicale à la procréation en France. Et pour finir, il a dirigé le premier sécos de France. Les sécos, ce sont des centres de conservation et d'études des œufs et du sperme humain. Vous allez le voir, le professeur Wolf est vraiment passionné par son domaine d'expertise. J'ai vraiment appris plein de choses sur les spermatozoïdes lors de cette rencontre et j'espère que cette vidéo vous plaira autant qu'à moi. Avant de commencer, dernière chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire et également à nous rejoindre sur Instagram. Le nom du compte, c'est magicovaries_fr. C'est grâce à la glaire cervicale. La majeure partie des gens ignorent. Alors les hommes complètement. Les hommes ils pensent que c'est pour lubrifier simplement la glaire cervicale. Les femmes qui voient bien qu'elles ont des pertes blanches au milieu de leur cycle, etc., ont peut-être été voir ce à quoi ça servait. La glaire cervicale s'écoule du col dans le vagin, mais il vient dans le fond vaginal, dans ce qu'on appelle le cul-de-sac vaginal postérieur. Quand les spermatozoïdes ils sont déposés là, ils grimpent dedans, parce qu'ils nagent. Ils sont mobiles. Et ils grimpent, et en nageant, ils pénètrent la cavité utérine. Ce qui fait que, grosso modo, sur un éjaculat normal, on va tenir, il peut y avoir 80 millions de spermatozoïdes. Il y en a 50 000 qui arrivent dans la cavité utérine simplement. 50 000, parce qu'il y en a qui vont se balader. C'est d'ailleurs un des problèmes des hommes qui peut-être sont fiers à tort d'avoir un éjaculat très volumineux, parce que quand les éjaculats sont très volumineux, les spermatozoïdes se baladent partout, ils ne restent pas dans le fond vaginal, et comme ils se baladent partout, celui qui est rendu à la vulve, il n'a aucune chance de pouvoir monter dans la glaire. Donc il vaut mieux avoir un spermatozoïde, une concentration de spermatozoïdes bien concentrée dans le fond du vagin, là où la glaire s'écoule, parce que les spermatozoïdes, ils montent dedans. Une fois qu'ils sont dans la cavité utérine, alors, ils se déplacent grâce à leur mouvement flagellaire, bien évidemment, mais c'est quelques micromètres à la seconde, c'est-à-dire que c'est 3 fois rien. Mais ils arrivent à féconder dans l'ovule, dans son cumulus, alors qu'il se trouve dans le pavillon de la trompe. Ils arrivent sur les lieux, au pavillon de la trompe, à peu près dans un délai d'1 heure après l'éjaculation. Or, quand les spermatozoïdes entrent dans l'utérus, c'est à la puissance énième ce que vous pouvez sentir quand vous rentrez dans la cathédrale Saint-Pierre à Rome. C'est-à-dire que c'est une immensité, vous ne savez pas si c'est la trompe droite ou la trompe gauche, il va y avoir l'ovocyte, etc. Et pour que les spermatozoïdes y arrivent en délai d'1 heure, eh bien, c'est grâce aux contractions utérines et aux contractions de la trompe qu'ils peuvent se déplacer à l'intérieur. Enfin, ils avancent avec leurs petits mouvements flagellaires, mais c'est grâce aux contractions utérines, c'est-à-dire que l'utérus et les trompes se contractent de manière automatique, comme les intestins le font par exemple, mais l'orgasme féminin et les contractions qui ont lieu à ce moment-là, bien sûr, propulsent également les spermatozoïdes dans l'appareil génital et notamment dans le pavillon de la trompe. Là, ils vont rencontrer le cumulus avec l'ovule à l'intérieur. J'ai travaillé avec le professeur Émile-Étienne Beaulieu il y a bien longtemps, quand on mettait au point l'antiprogestérone, ce qui est le RU486, c'était le nom de code, et là maintenant c'est la mifepristone, c'est l'hormone qui interrompt les grossesses. Eh bien, on a découvert à cette occasion-là qu'il y a un péristaltisme tubaire, donc de la trompe, un mouvement automatique de la trompe, qui est centrifuge dans la première partie du cycle, c'est-à-dire que ces mouvements emmènent les spermatos dans la trompe, dans le pavillon même de la trompe, et que sous l'influence de la progestérone, dans la deuxième partie, le mouvement s'inverse pour ramener l'embryon dans la cavité utérine.
Alors on a découvert ça en faisant des grossesses extra-utérines, quand on a donné de l'antiprogestérone à des moments où on testait chez les femmes, etc. Mais c'est trouvé qu'il y avait des embryons qui étaient en train de revenir, et puis comme on a donné de l'antiprogestérone, ça a arrêté le péristaltisme. Donc beaucoup de gens ne savent pas. Mais c'est drôle. Les hommes ont une chance, ils en ont beaucoup dans la société, mais enfin, il y en a une particulière, c'est qu'ils font des spermatozoïdes en permanence. Quand on dépasse 45 ans, 50 ans, etc., on en produit moins que quand on avait 25 ans. Mais nevertheless, quelqu'un de 60 ans, par exemple, qui a une éjaculation, il a des spermatozoïdes de 3 mois. C'est à peu près le temps de la spermatogenèse pour la formation. C'est pas la même chose qu'un ovule de 40 ans. Moi, je suis l'héritier de Johannet et puis le professeur David. Pour des études ont été faites là, et comme des études ont été faites là, et on sait que entre 25 ans et 45 ans, le spermogramme d'un homme reste à peu près constant. Qu'après 45 ans, il commence à diminuer. C'est des moyennes, mais enfin, ça a été quand même vu sur... Là, nous avions la première banque de sperme dans les années 70. Donc, c'est là où on a pu faire les plus grandes études longitudinales, on va dire. C'est d'ailleurs la façon dont nous avons pu mettre en évidence, avec un collaborateur qui s'appelle Jacques Auger, qui a publié la diminution du nombre des spermatozoïdes dans l'éjaculat des hommes, à raison de 1 million par ml. C'est-à-dire que quand un homme fertile dans les années 70 produisait un éjaculat dans lequel il y avait 70 millions de spermatozoïdes en moyenne, 30 ans après, il n'y en a plus que 40. C'est-à-dire que le sperme des hommes se dégrade, depuis les années 70 d'ailleurs. Il se dégrade à raison d'une concentration de 1 million par ml et par an. Dû aux perturbateurs endocriniens. Aux perturbateurs endocriniens, non seulement aux perturbateurs endocriniens, mais pendant très longtemps, on a mangé du bœuf aux hormones. Vous savez, chanson de Jean Ferrat, là, ils vont rentrer dans leur HLM, manger du poulet aux hormones, etc. Mais seulement quand le bœuf avait mangé des hormones et que nous, on mangeait le steak, on mangeait les hormones également. Or, bien évidemment, ces perturbateurs sont des inhibiteurs de la spermatogénèse. Donc, on sait, et puis, tous les perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver par ailleurs dans la vie, dans les plastiques des bouteilles d'eau, etc., sont des choses qui impactent sur la spermatogénèse. Et donc, il y a une diminution au moins du nombre des spermatozoïdes. L'appareil génital de l'homme, il présente une particularité assez curieuse. C'est-à-dire qu'il est globalement isolé par rapport à l'appareil, à notre organisme général. Et notamment pour une raison très simple, pour deux raisons. Il y en a une qui est très simple, c'est que notre corpus d'auto-immunité se met en place à la naissance. C'est-à-dire que les bébés, ils attrapent toutes les maladies possibles et imaginables à la crèche, etc. Mais ils arrivent à différencier ce qui est eux, ce qui n'est pas eux. Si vous voulez faire une greffe de rein d'une personne chez une autre, vous allez voir si les groupes tissulaires sont compatibles, un minimum. Et puis, il faudra des thérapies anti-rejet-greffe, etc. Donc, disons que notre corpus d'auto-immunité se met en place à la naissance. Les spermatozoïdes, ils apparaissent à quel âge ? 10-12 ans après. 10-12 ans après. Donc, ils ne font pas partie de notre registre personnel d'auto-immunité. C'est la raison pour laquelle ils sont dans les testicules, d'ailleurs, en dehors de la cavité abdominale. Ils ne font pas partie. Et non seulement ils ne font pas partie de notre registre d'auto-immunité, mais il y a même une barrière hématotesticulaire qui empêche les cellules immunocompétentes de rentrer dans le testicule. Entre autres, quand il y a eu un traumatisme testiculaire ou une maladie comme les oreillons, par exemple, chez un jeune à peine pubère, etc., qui avait des effractions de cette barrière hématotesticulaire, et quand il y a des cellules immunocompétentes, des anticorps qui passent à l'intérieur du testicule, eh bien,
on forme nous-mêmes des anticorps anti nos spermatozoïdes parce qu'ils ne sont pas partie de notre registre puisqu'ils sont apparus 12 ans après la naissance. La conclusion directe de cette affaire-là, c'est que nous ne contrôlons pas, quand je dis nous, c'est nous les hommes, hein, nous ne contrôlons pas la qualité des spermatozoïdes que nous faisons. Elle n'est pas contrôlée. Puisque les cellules immunocompétentes ne rentrent pas pour séparer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Alors, quand on fait un spermogramme, on regarde plusieurs choses. La première chose, c'est le volume. C'est le volume. Bon, un volume de 2-3 ml, il est bien. Et comme je vous disais tout à l'heure, si le volume commence à venir 6, 7, 8 ml, ça fait des oligospermies de dilution, c'est-à-dire ça fait des diminutions de la concentration des spermatozoïdes, et ce qui fait que les spermatozoïdes vont se balader partout. Alors, quand j'ai des patients comme ça en consultation, je leur dis, vous en mettez plein les draps. En règle, ils disent rien, mais ils acquiescent. Ben oui, quand le volume est très très grand, les spermatozoïdes vont se balader absolument partout. Pour qu'ils puissent monter dans la glaire cervicale, comme on le disait tout à l'heure, il faut qu'ils soient concentrés dans le cul-de-sac vaginal, dans le fond. Quand ils sont bien concentrés là, donc ils peuvent monter dans la glaire. S'ils se baladent à la vulve, c'est sûr qu'ils sont perdus. Donc la première chose, on va regarder le volume. Deuxième chose, on va regarder la concentration. Parce que la concentration va être le témoin, bien sûr, de la production. Donc il faut qu'on ait 15, 20 millions de spermatozoïdes par ml en moyenne. Et puis, quand on multiplie la concentration par le volume, on va avoir la quantité de spermatozoïdes. Donc, il faut avoir 40 millions de spermatozoïdes par éjaculat. Dans un faible éjaculat, on pense que ce sont les normes de l'OMS à peu près, là, que je vous dis là, qui fait que le sperme va être utile, fonctionnel, fécondant. On va regarder ensuite la vitalité. On va regarder la vitalité parce que les spermatozoïdes ont une durée de vie courte, qui n'est pas faite. Ils ne sont pas programmés pour vivre 80 ans. Les spermatozoïdes, ils sont programmés pour vivre quelques jours, aller féconder un ovule, et puis voilà, that's it, quoi. Et ceux qui n'ont pas fécondé d'ovule vont disparaître, vont mourir, vont arrêter de vivre assez rapidement. Donc, entre les éjaculats d'un homme, bien évidemment, les spermatozoïdes qui sont produits en permanence et qui s'accumulent dans le tube séminifère, dans le canal déférent, à l'origine du canal déférent, il y en a qui vont mourir avant d'avoir été éjaculés parce qu'ils sont trop vieux, etc. Donc on compte qu'il faut que dans un éjaculat produit après quelques jours d'abstinence, eh bien on ait au moins 55 à 60% de sperme mobile. Mobile. Il est sûr, c'est tout à fait important de le dire, que si on augmente la durée d'anéjaculation, c'est-à-dire si on reste une semaine ou 15 jours sans avoir de rapport et d'éjaculation, on va retrouver des spermes morts pour leur immense majorité. En tout état de cause, je dis des fois de temps aux patients qui ont des oligospermies, à des concentrations basses, et c'est pas la peine de se retenir pendant 15 jours, parce que de toute manière, il y aura peut-être un petit peu plus de spermatozoïdes, mais ces spermatozoïdes seront pour l'essentiel morts. Donc, et c'est la raison pour laquelle, en règle, on demande aux hommes qui viennent faire un analyse de sperme, un spermogramme, d'avoir 2-3 jours maximum d'abstinence. Et à ce moment-là, donc, on compte que les paramètres que je viens de vous donner doivent être respectés pour avoir un sperme normal. Je vous ai dit qu'on va regarder donc le volume, la concentration, qu'on va regarder la vitalité, qu'on va regarder la mobilité, d'abord s'ils sont bien mobiles, pas mobiles, et donc on regarde la cytologie, on regarde s'ils sont faits correctement ou pas, enfin, quel est le pourcentage qu'ils sont faits correctement. Les normes de l'OMS, c'est 23% des spermatozoïdes qui sont fabriqués normalement. C'est-à-dire normalement, c'est-à-dire avec une tête, pièce intermédiaire, un flagelle, et qui sont capables d'avancer avec ça. Vous allez trouver donc, maintenant, vous avez près de 75% des spermatozoïdes produits par un homme dans l'éjaculat.
qui ont 2 flagelles, qui n'en ont pas, qu'une pièce intermédiaire écourtée, qui ont une anomalie de l'acrosome, qu'une base irrégulière, etc. C'est absolument hallucinant. Donc les hommes se donnent un mal absolument considérable à produire des quantités industrielles de spermato. Il y en a, allez, grosso modo 20% de normaux. On va regarder encore une autre chose. On va regarder également les leucocytes à l'intérieur. Les cellules immunocompétentes à l'intérieur de... Si on a des polynucléaires à l'intérieur dans l'éjaculat, ça veut dire qu'il y a possiblement une infection quelque part dans l'appareil génital. Or, donc on cherche une leucospermie en décodé. L'appareil génital masculin, même si on s'appelle Rocco Siffredi, il est quand même un appareil à débit relativement faible. Un éjaculat, c'est quelques millilitres. Alors, même si c'est tous les jours, c'est pas un éjaculat, c'est pas très volumineux. Je veux dire par là qu'il ne va pas y avoir d'effet de chasse si il y a une infection qui se développe, par exemple. Alors que dans les urines, vous pouvez avoir ce genre de choses, et c'est la raison pour laquelle on demande aux gens qui ont une infection éventuellement de boire beaucoup. C'est-à-dire que quand vous allez uriner plusieurs litres d'urine par jour, vous allez grosso modo emmener les bactéries, s'il y en a dans les urines, dans la vessie, etc., ce qui va contribuer à diminuer leur concentration. Ce n'est pas le cas du tout de l'appareil génital lui-même. Et entre autres, il y a la prostate, qui est une glande extrêmement anfractueuse, et cette prostate est un repère idéal pour les infections bactériennes. Et comme je vous dis, les contractions, si c'est tous les 2-3 jours chez un homme jeune, un petit peu moins chez un homme un petit peu moins jeune, et bien grosso modo, c'est un lieu idéal pour les infections chroniques. Si on prend les gens qui se promènent dans la rue, etc., vous allez trouver un nombre de leucospermies, témoin d'une infection génitale ancienne, passée inaperçue, d'une infection urinaire, parce que les urines passent également par la prostate, une infection urinaire, etc., importante. Une proportion importante des hommes. Mais, contrairement aux femmes, les hommes ne vont pas consulter. Une femme, elle a des troubles des règles, elle a, remarquez, effectivement, ça trouble plus l'existence, mais elle va assez régulièrement chez le gynéco, voir une contraception, voir machin, etc. Les hommes, pour aller chez le l'urologue, il faut vraiment qu'ils aient un truc majeur. Et je vais vous raconter une histoire, parce que je la raconte à tous mes élèves, à tous les collègues, mais qui est absolument extraordinaire. Un jour, je reçois un couple à qui on allait faire une préservation de la fertilité masculine. Le monsieur était azoosperme, et on allait voir s'il avait des spermatozoïdes dans le testicule, et donc on venait voir le biologiste que j'étais pour savoir si on allait pouvoir les congeler, et puis les garder, etc. Et le couple était très sympathique, etc. Et bien évidemment, je fais un interrogatoire complet, et je demande, entre autres, à la femme si elle a déjà été enceinte, etc. Elle me dit « Oui, j'ai déjà été enceinte ». Je dis « Vous avez été enceinte de qui ?» Il m'a dit « De lui », en pointant son collègue à côté. Donc, il était azoosperme. Si elle disait « C'est lui qui m'a mis enceinte il y a 10 ans, elle avait fait une IVG, etc. », c'est-à-dire que lui, il avait des spermes il y a 10 ans. Et alors on l'examine, etc. On a trouvé une leucospermie considérable, on l'a traité d'un anti-inflammatoire, traitement antibiotique adapté, etc. Les spermatozoïdes sont réapparus. Il y avait 20 millions de spermatozoïdes quelques mois après. 4 mois après, il a mis sa femme enceinte avec des techniques sur lesquelles je ne vous apprendrai rien, mais qui n'avaient rien de laboratoire. Et j'ai vu en consultation, et puis il me dit, et puis quand même, les éjaculations, depuis que vous m'avez traité, docteur, c'est vachement meilleur. Alors je dis, mais c'est fait pour être bon, ce genre de choses, etc. Mais oui, mais c'est vachement meilleur. Alors, qu'est-ce qui s'était passé chez cet homme, à l'évidence? Il avait développé un syndrome inflammatoire prostatique, avec un œdème qui avait contracté les canaux éjaculateurs par où passe le sperme lors de l'éjaculation. Et quand cet homme avait des éjaculations, des rapports, il envoyait des spermatozoïdes sous pression sur des canaux éjaculateurs comprimés qui ne laissaient quasiment rien passer. Ça devait lui faire
un peu mal, enfin on peut penser, pas que du bien en tout état de cause. Quand on l'a eu traité, qu'il a repassage des spermatozoïdes, il a retrouvé le bonheur qu'il avait eu 10 ans auparavant quand il était mis enceinte. Et alors je raconte cette histoire-là parce que c'était un mec qui était intelligent, je veux dire, c'était manifestement un gars très sympa par ailleurs, etc. Et bien pendant 10 ans, ça s'était dégradé progressivement, les plaisirs sexuels, etc. Il n'était pas allé consulter. Il n'avait pas consulté. Si sa femme n'avait pas voulu un bébé, enfin, si vous n'avez pas voulu un bébé, il n'allait pas consulter. Le gars, il était en train d'éjaculer sur des canaux éjaculateurs qui étaient complètement comprimés. Donc, ça ne devait pas faire du bien. Il ne pas consulter. Les hommes sont comme ça. Alors qu'une femme va plus fréquemment, bien sûr, chez le gynéco, assez régulièrement, etc. Mais les hommes devraient aller chez l'urologue assez régulièrement. Donc, en tout état de cause, dans le sperme, nous regardons s'il y a des leucospermies. Donc, entre autres, ce monsieur-là, on avait eu une du feu de Dieu. Quand on lui a traité, c'était nettement mieux. Et la leucospermie, elle est témoin d'un état inflammatoire de l'appareil génital qui dégrade bien évidemment les spermatozoïdes, et probablement le témoin d'une infection ancienne qu'il convient de localiser, traiter éventuellement dans la suite. Il y a encore une chose importante que nous regardons dans les spermogrammes, c'est la présence de cellules qui ne soient pas des spermatozoïdes. On appelle les cellules rondes. Bien évidemment, les spermatozoïdes, vous avez vu un spermatozoïde, la tête effilée, allongée, le flagelle qui s'étend sur 60 picrons derrière, etc. Donc, vous pensez que, bon, voilà, on va retrouver des spermatos dans l'éjaculat. Et puis, des fois, on trouve des cellules rondes. Alors, les cellules rondes, eh bien, ce sont des cellules qui ne sont pas des spermatozoïdes et qui, théoriquement, ne devraient pas avoir à faire beaucoup dans l'éjaculat. Alors, en fait, l'épithélium, c'est-à-dire le revêtement cellulaire qui est, par exemple, sur les canaux déférents, sur les canaux déférents ou dans les tubes séminifères, etc., finissent par éventuellement se desquamer et se renouveler régulièrement, bien évidemment, comme la peau, comme tous les épithéliums se renouvellent. Donc, c'est normal d'en trouver un petit peu à l'intérieur. On va retrouver des cellules non spermatozoïdes. Quand on en trouve beaucoup, là, ça devient un véritable problème. Parce que quand on en trouve beaucoup, c'est parce que l'homme, pour des raisons inflammatoires, probablement, est en train de desquamer son appareil génital et ses tubes séminifères, c'est-à-dire qu'il est en train de perdre l'épithélium de ses tubes séminifères, et donc il va devenir azoosperme dans un délai relativement, si on ne fait rien en tout état de cause, dans un délai assez proche, bien évidemment. Enfin, déjà, si vous voyez déjà le spermogramme, c'est qu'il a déjà été fait un spermogramme pour une raison bien particulière, etc. Et si vous trouvez beaucoup de cellules rondes, ça veut dire qu'il est en train de desquamer son épithélium séminifère et que donc il va bientôt plus avoir de spermatozoïdes du tout. Donc, c'est une indication, comme vous vouliez savoir, c'est une des indications à conserver les spermatozoïdes de ces hommes-là, en attendant de traiter la cause pour laquelle, justement, il y a cette desquamation de l'épithélium du tube séminifère. Alors, une fois que l'on a analysé tous ces paramètres du sperme, on fait un test de migration, dont je vous ai un peu parlé là. Le test de migration, c'est-à-dire qu'on le met sur un gradient de densité, qui sont des toutes petites billes qui sont dans un tube, et on met le sperme au-dessus, puis on le fait centrifuger. Les spermatozoïdes mobiles, donc ils sont vivants, mobiles, et ils sont largement formés correctement, c'est-à-dire qu'un spermatozoïde qui a 3 flagelles ne va pas passer, etc. Les spermatozoïdes vivants, mobiles, relativement bien formés, vont passer au travers, on va les retrouver dans le fond. On appelle ça un test de migration. Et là, on analysera bien sûr dans le test de migration combien il y a de spermatozoïdes mobiles, combien va-t-on pouvoir en inséminer, etc. Donc ça, on le fait régulièrement quand on pense prendre l'homme pour faire une fécondation in vitro, bien sûr, savoir si on aura assez de spermatozoïdes pour inséminer les ovules, ou s'il faudra recourir à une micro-injection, ou même pour faire une insémination intra-utérine, savoir combien on va avoir de spermatozoïdes à disposition. C'est une culture qui comprend des oligo-éléments indispensables, etc., mais on achète ça sur le marché, je veux dire, enfin, pas sur le marché du coin de la rue, mais enfin, je veux dire, il y a des laboratoires pharmaceutiques qui nous produisent ça, et donc on les met dedans. C'est dans ces milieux-là qu'on les traite, qu'on les conserve, etc.
Je ne vous ferai pas l'affront de penser que vous n'avez pas remarqué que le sperme est très visqueux quand il vient d'être émis. Que les spermatozoïdes sont des toutes petites cellules qui sont incapables de sortir de ce qu'on appelle le coagulum, de cette manière-là. Parce qu'en fait, les spermatozoïdes sont produits dans les tubes séminifères du testicule. Ils commencent à acquérir leur mobilité dans l'épididyme qui recouvre le testicule, puis ils sont stockés dans le canal déférent en attendant les éjaculations. Mais grosso modo, quand on va chercher des spermatozoïdes dans le testicule, leur mobilité n'est pas leur caractéristique principale. Parce que grosso modo, ils ne bougent pas beaucoup, voire même que très très peu. Et quand ils sont dans l'épididyme, ils acquièrent un petit peu des particularités, des caractéristiques qui vont leur être bien utiles, mais grosso modo, ce n'est pas le mouvement leur caractéristique principale. Ils sont stockés dans le déférent, dans la partie initiale du déférent, dans l'épididyme, et au moment de l'éjaculation, ils sont propulsés, bien évidemment, dans les déférents, ils passent au-dessus de la vessie, ils retournent, ils passent au travers de la prostate, et à ce moment-là, il y a la prostate qui sécrète également les sécrétions prostatiques, et pour finir, il y a les vésicules séminales qui emmènent le tout vers l'extrémité de la verge. Et grosso modo, quand ils se retrouvent éjaculés comme ça, les spermatos sont relativement assez démunis pour avancer. Si ce n'est que les sécrétions prostatiques, qui font partie de l'éjaculat, sont là pour les activer à ce moment-là. Et on a découvert, il y a une vingtaine d'années, etc., les molécules présentes à l'intérieur de la prostate et de l'éjaculat prostatique qui vont stimuler la mobilité des spermatozoïdes. Il va y avoir également des enzymes dans la prostate, et ces enzymes dans la prostate vont liquéfier le coagulum. Alors que ce soit en intravaginal, ou que ce soit nous ici, par exemple, quand on veut étudier les spermatozoïdes dans le laboratoire, quand l'homme a émis son éjaculat, eh bien, c'est un coagulum duquel les spermatos sont incapables de sortir. La viscosité est tellement importante, etc. Donc on va le laisser pendant 1 heure, 1 heure et demie à l'incubateur. Les enzymes prostatiques sécrétées par la prostate vont liquéfier le coagulum et activer les spermatozoïdes. Et à ce moment-là, on va les voir effectivement mobiles. Ils vont acquérir la mobilité. Et c'est grâce à ces sécrétions prostatiques, alors j'en profite pour dire aux hommes, voilà à quoi sert votre prostate, avant de vous faire des ennuis quand vous aurez 80 ans, eh bien elle sert entre autres justement à activer les spermatozoïdes, etc. Alors une des choses supplémentaires que l'on regarde effectivement dans le spermogramme, c'est le pH, parce que les sécrétions prostatiques sont acides, donc si le pH est très alcalin, 8, 8,7, 9, etc., ça veut dire que les sécrétions prostatiques sont insignifiantes. Et donc c'est sûr que les spermatozoïdes ne vont pas pouvoir démarrer. Mais en tout état de cause, effectivement, cette mobilité des spermatozoïdes, qui est assez limitée à l'intérieur de l'appareil génital masculin, elle se réveille ou elle s'accélère, je ne sais pas comment, grâce aux sécrétions prostatiques dans le vagin, si c'est au cours d'un rapport sexuel, ou dans le tube à essai à l'incubateur, si c'est au laboratoire. Et c'est là qu'ils vont acquérir leur mobilité, qui leur permettra de monter dans la glaire. On faisait autrefois des tests de pénétration dans la glaire, parce que si l'homme a des anticorps, par exemple s'il a été un traumatisme testiculaire, ou s'il a eu des oreillons à la puberté, etc., qui a des anticorps bien sûr, les anticorps collent les spermatos les uns aux autres, et puis plus personne n'avance. Alors, une chose qu'on ne fait plus maintenant, mais qu'on a fait au tout début chez le professeur David là, à Bicêtre, on faisait des tests de pénétration dans la glaire. C'est-à-dire, on essayait de voir, est-ce que les spermatozoïdes, on prend la glaire de la femme, donc on a fait venir à une période d'ovulation, bien évidemment, avec une glaire maximum, et puis on mettait les spermatozoïdes qu'on avait sélectionnés sur la technique que je vous ai donnée tout à l'heure, on regardait, on
On remplissait une pipette Pasteur avec de la glaire, et puis on faisait tremper la pipette Pasteur dans le tube dans lequel il y avait les spermatos, etc. Puis après, on les voyait monter à la queue leu-leu. C'est tout à fait remarquable, à la queue leu-leu. Et en file indienne, il remonte dans la glaire, comme ça. On faisait, maintenant qu'il ne se fait plus non plus, un test qui s'appelait l'adultère au laboratoire. C'est-à-dire qu'on faisait des tests de pénétration croisés. C'est-à-dire qu'on regardait si le sperme de monsieur pénétrait bien la glaire de madame, son épouse, mais éventuellement, si on avait la possibilité, on avait la glaire d'une autre femme convoquée le même jour, ou qui était là le même jour, etc. Et on regardait si la glaire de monsieur pénétrait dans la glaire de l'autre personne, savoir si c'était la femme qui avait elle-même des anticorps antispermatozoïdes, etc., ou si c'était le monsieur qui les avait, etc. L'axonème du spermatozoïde est asymétrique. C'est-à-dire qu'il a 9 doublets de microtubules qui forment le flagelle. Alors 9 doublets qui sont séparés par des colonnes longitudinales à un moment donné, ça c'est la microscopie électronique, hein, on ne regarde pas ça au microscope simple, le microscope électronique, ça veut dire qu'il y en a 4 d'un côté, 5 de l'autre. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que quand le spermatozoïde bouge, il va donner des coups de flagelle. Un coup de flagelle, vous regardez, quand on donne un coup de fouet, vous voyez l'onde qui se propage, etc. Et alors, la conséquence logique de ça, c'est que le battement flagellaire se fait tout le temps du même côté, par rapport à la tête. Puisqu'il y a 5, 4. Si vous imaginez, si on compare avec, si vous essayez de faire avancer à la godille une barque avec une rame à l'arrière, etc. Si c'est moi, par exemple, qui le fais, ça va tourner en rond. Dans le meilleur des cas, ça va tourner en rond. Enfin, ça n'avancera pas du tout. Dans le cas du spermatozoïde, on imagine bien que s'il donne des battements flagellaires de même côté, il va tourner en rond. Et donc, pour ne pas tourner en rond, il faut qu'il se retourne à chaque battement. Donc, les spermatozoïdes, pour avancer, donnent un battement flagellaire, se retournent, donnent un autre battement flagellaire, se retournent, se retournent. On n'imagine pas ce que ces petites bêtes font comme job. Ce qui permet, entre autres, d'analyser par ordinateur la fréquence des battements, la distance du battement en latéral de la tête, et puis la vitesse de progression. Alors, on a plusieurs paramètres. S'il va d'un point A à un point B, ça va être la vitesse linéaire, donc du point A à un point B en temps de secondes, etc. Donc ça va être la vitesse linéaire. Mais en fait, il aura fait peut-être ce trajet-là. Donc ça va être la vitesse curvilinéaire. Il va y avoir la fréquence des battements, et il va y avoir le débattement latéral de la tête. Alors on analyse tous ces paramètres-là. Je dois dire que ça c'est moins maintenant, parce que quand on peut micro-injecter, si on a des spermatozoïdes qui ont l'air de spermatozoïdes, on le micro-injecte, on ne va pas voir s'il nage correctement, puisqu'on n'en a pas besoin. Mais ça a un intérêt quand même majeur. Pourquoi? Parce qu'il y a des pathologies proprement spermatiques, l'anomalie des bradynéines, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, qui font qu'il y a des spermatozoïdes qui sont fléchants, par exemple, qui au lieu de se battre la tête à droite, la tête à gauche, ils vont à toute pompe et ils avancent. Et cela ne pénètre pas la glaire, puisque je n'ai pas allé tout à la tête de pénétration dans la glaire. Pourquoi ils ne pénètrent pas la glaire? Parce que la glaire, ce sont des mailles de glycoprotéines, comme ça, là, et les spermatozoïdes doivent passer à travers une fenêtre, et à travers l'autre, et à travers l'une, et à travers l'autre. Et le spermatozoïde qui va tout droit, il se prend dans les mailles. Et pour qu'il puisse avancer, il faut justement qu'il puisse faire un débattement latéral de la tête à lointain. Vous voyez comme les taux sont bien faits. Alors, la glaire est abondante et filante, donc elle a des mailles très larges. Donc les spermatos se font un plaisir de passer dans les mailles. Quand il n'y a pas de glaire, ils ne peuvent pas monter du tout. Et dans la deuxième partie du cycle de la femme, la glaire devient extrêmement dense. Les mailles se resserrent de manière à faire un bouchon vaginal, enfin un bouchon
au niveau du col de l'utérus qui empêchent les spermatos de passer parce que du coup, même avec leur débattement latéral, ils ne peuvent plus passer. Donc, ça isole une grossesse qui éventuellement peut être en train de débuter pendant la deuxième partie du cycle du vagin. Donc, il peut se passer ce que l'on veut. De toute façon, les spermatozoïdes ne montreront plus. Ni les spermatos, ni autre chose. Donc, il y a des fois des spermatozoïdes qui ont des anomalies de bradynéine et qui filent tout droit, très vite. On a l'impression qu'ils sont de très bons performeurs, mais justement, ils ne passeront pas dans la glaire parce qu'ils sont incapables de faire le battement qui est nécessaire pour passer entre les mailles de la glaire. On a mis en évidence chez la souris. Il est probable, je ne l'ai jamais vu chez la femme. Chez la souris, il y a un réservoir spermatique qui s'installe le long des cornes utérines. C'est-à-dire que les spermatos adhèrent à l'épithélium, ils se fixent à l'épithélium et ils attendent que l'ovule arrive. C'est assez malin, ça. Hein? Chez la femme, on sait par exemple que dans le col cervical, enfin dans le col de l'utérus, à l'intérieur, et il va y avoir des petites cryptes qui sécrètent la glaire, mais dans lesquelles les spermatos se mettent, éventuellement peuvent monter secondairement dans la cavité utérine. Ça, on sait qu'ils peuvent faire ça. Chez la souris, c'est probable que ce soit chez les femmes également, mais je n'ai jamais vu, etc. Mais il y a le sperme réservoir qui permet aux spermatozoïdes de se fixer à la membrane tubaire, et d'attendre que l'ovule arrive. Quand l'ovule arrive, hop, il redémarre. Et alors, qu'est-ce qui fait que les spermatos vont vers l'ovule? C'est le gradient de progestérone. Le gradient de progestérone qui est sécrété par le follicule, justement. Et le gradient de progestérone, ça, ils adorent. Les spermatos, ils adorent la progestérone. Et ils vont vers le gradient de progestérone, et donc ils sont dirigés directement sur le cumulus. Au demeurant, d'ailleurs, contrairement à tous les schémas que j'ai pu voir, qui existent, la trompe n'est pas en train de lécher l'ovaire pour récupérer l'ovule qui va être ovulé. C'est faux. Les trompes sont flasques, comme ça, animées de mouvement, c'est comme les deux bras, animées de mouvement comme ça. Et quand la femme a l'ovule, avec son petit cumulus, tombe dans le cul-de-sac vaginal. Et puis les trompes, qui sont animées de péristaltisme, donc de mouvement, viennent récupérer le cumulus. Ce qui fait que vous pouvez ovuler à droite et que ça passe dans la trompe gauche, ovuler à gauche, ça passe dans la trompe droite. Ce qui fait également qu'une fois sur 40 000, vous pouvez avoir une grossesse abdominale, avec un embryon qui s'implante sur le mésentère, la racine du mésentère. C'est très rarissime, mais enfin, ça peut exister de ce fait-là. Donc notre cumulus est rattrapé par une trompe. Et notre cumulus sécrète de la progestérone, il est fait pour, et les spermatozoïdes se dirigent vers le cumulus. Donc il y a le péristaltisme de la trompe qui emmène les spermatozoïdes vers le pavillon. Il y a le pavillon qui rattrape le cumulus de l'autre côté et ils se rencontrent dans le pavillon. Sous l'effet de cette progestérone, probablement aussi d'autres molécules, mais de la progestérone, les spermatozoïdes vont commencer à s'exciter gravement. C'est comme dans une boîte de nuit autour des jeunes femmes, les gars s'excitent beaucoup. Et on va dire qu'ils vont devenir hyperactivés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un mouvement d'une fréquence extrêmement importante et qui, assez curieusement, ne les fait pas avancer beaucoup puisqu'ils sont rendus à destination. Ils sont à destination. Et ils vont pénétrer le cumulus attirés par le gradient de progestérone. Et on compte qu'il faut 200 spermatozoïdes dans le cumulus pour qu'il y en ait un qui arrive à féconder l'ovule. Contrairement à ce qu'on a pensé pendant très longtemps, l'ovule est entouré par une enveloppe qu'on appelle la zone pellucide. Vous avez entendu parler de ça? Zone pellucide. C'est des glycoprotéines c'est donc amorphe. Hein. C'est des glycoprotéines et ça avait été décrit par un Américain. Il disait voilà, le spermatozoïde vient se lier à la zone pellucide et ça ouvre
un acrosome, une poche qu'il a à la tête du spermatozoïde qui libère des enzymes, l'acrosine, l'acide hyaluronique, etc., qui permettent de traverser permet au spermatozoïde de traverser la zone pellucide. C'est pas ça comme ça que ça se passe. En fait, on sait que si vous mettez un seul spermatozoïde dans le cumulus, il n'a aucune chance de passer. Pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait un spermatozoïde qui arrivait sur la zone pellucide, qui se liait à un récepteur de ZP3, qui est une des glycoprotéines qui forment la zone pellucide, et que cette liaison au récepteur induisait la réaction acrosomique. Alors cette réaction acrosomique, c'est la rupture d'un sac qui est situé à la tête du spermatozoïde et qui comprend plein d'enzymes. Bien évidemment, quand il y a plein d'enzymes, c'est vachement utile pour disperser les cellules du cumulus, pour pouvoir passer entre les unes et les autres, etc. Et puis arriver jusqu'à la zone pellucide et pouvoir traverser la zone pellucide. Or, on s'est aperçu, au fil du temps, qu'en fait, un spermatozoïde tout seul ne peut pas traverser. Que les cellules du cumulus sont là pour rassembler au moins 200 spermatozoïdes, lesquels 200 spermatozoïdes font leur réaction acrosomique, de manière à disperser les cellules du cumulus encore plus, à peut-être modifier un petit peu la zone pellucide. Je ne suis pas affirmatif sur ce problème, mais pour permettre à un de traverser. Si vous mettez un spermatozoïde dans le cumulus, il ne traversera jamais. Il faut qu'il y ait au moins 200, on fait en compte qu'il y a 200 spermatozoïdes dans le cumulus. Et alors pourquoi ? Eh bien parce que les cellules du cumulus excitent les spermatozoïdes et excitent la mobilité des spermatozoïdes. Un de nos collègues, Dr Ahmed Ziad, qui travaillait à l'INSERM, vient de montrer, justement, c'est même pas encore publié, vient montrer que l'interaction des spermatozoïdes avec les cellules du cumulus entraîne des sécrétions de ces cellules telles que ça va exciter les spermatozoïdes pour traverser l'ovule. Alors, autrement dit, quand on a commencé à se poser le problème de faire des micro-manipulations pour féconder, quand j'étais avec le professeur Jouenet à Bicêtre, la première chose qu'on avait imaginé, on s'est dit, on va virer toutes les cellules du cumulus qui sont autour de l'ovule, qui sont des cellules qui ont nourri l'ovule quand il était dans l'ovaire, bien évidemment, mais on se dit, les spermatos doivent passer au travers les uns les autres, etc. On va les enlever. On va les enlever, il va aller directement sur la zone pellucide. Et on s'est aperçu que non seulement ça n'améliorait rien, mais ça faisait chuter les taux de fécondation. Parce que les cellules du cumulus sont nécessaires. Donc, elles sont nécessaires parce qu'elles sécrètent, on ne sait pas encore quoi exactement, mais qui, justement, augmentent l'hyperexcitation du spermatozoïde pour passer au travers de la zone pellucide. Sur le fait que le spermatozoïde fasse sa réaction acrosomique au contact d'un récepteur de la zone pellucide, oui, bien sûr, il peut le faire en dernière analyse, s'il y a besoin de le faire pour passer au travers, mais grosso modo, on a pu montrer depuis que les spermatozoïdes sont capables de passer plusieurs fois la zone pellucide. Si on va les rechercher et qu'on les réinsémine, si on va les chercher dans une zone pellucide et qu'on les réinsémine sur un autre ovocyte qui est intact, eh bien on s'est aperçu que les spermatozoïdes peuvent passer plusieurs fois la zone pellucide. Donc, il y a besoin qu'ils aient fait leur réaction acrosomique, il y a besoin qu'il y ait des passages dans la zone pellucide, mais grosso modo, ce n'est pas la réaction acrosomique qui permet directement aux spermatozoïdes de traverser la zone pellucide. D'ailleurs, on a des films qui sont très très éloquents là-dessus. C'est les Japonais qui ont fait ça, bien évidemment. Ils ont marqué l'acrosine avec une molécule GFP qui s'appelle Green Fluorescent Protein. Donc, les spermatozoïdes qui ont leur acrosome, c'est-à-dire le sac d'enzymes au niveau de la tête, ils apparaissent en vert. Et on voit un spermatozoïde qui essaye de faire sa réaction acrosomique sur la zone pellucide. Pendant ce temps, il y en a un autre qui est à côté qui a déjà fait sa réaction acrosomique, qui passe au travers de la zone pellucide et va féconder l'ovule. Donc, on a l'évidence, puis de toute façon, on sait aussi qu'on est allé chercher des spermatozoïdes dans des zones pellucides, qu'on les a fait retraverser pour aller féconder un autre ovocyte à côté. Cette zone pellucide, donc cette espèce de structure qui entoure l'ovule, comme une enveloppe de ballon, on va dire,
elle a quand même elle a un intérêt extrêmement important parce que d'abord, il n'y a que des spermatozoïdes qui peuvent passer au travers. Donc l'ovule ne peut rencontrer qu'un spermatozoïde. Aucune autre cellule ne peut passer au travers. Deuxièmement, quand il y en a un qui est passé et qui a fécondé l'ovule sécrète des petits granules corticaux qui bloquent tous les autres. Bien sûr, il faut que l'ovule soit fécondé que par un spermatozoïde, parce que sinon il devient polyspermique, il a droit à l'eau de chromosomes, c'est pas possible. Donc, la zone pellucide permet de laisser le passage à des spermatos, mais à un spermato. Ben, disons qu'il n'y a que les spermatos qui peuvent passer au travers. Dès qu'il y en a un qui a fécondé l'ovocyte, il bloque le passage pour les autres. Et enfin, après, l'embryon qui vient d'être fécondé va se développer dans cette zone pellucide, dans cette enveloppe toujours. Il va naviguer pendant 4-5 jours dans la trompe, qui pour le coup aura repris un péristaltisme centripète pour ramener l'embryon dans la cavité utérine. Et là, l'embryon sera en charge de sortir de sa zone pellucide, qu'on appellera l'éclosion, pour aller s'implanter dans la cavité utérine, excusez-moi, dans la cavité dans l'endomètre. C'est très beau, c'est très bien fait. Comment ça se passe tout ça? Donc on part avec des millions de spermatozoïdes, il y en a plein qui sont mal formés, il y en a plein qui sont déjà plus vivants, il y en a un certain nombre qui ont des mouvements un petit peu erratiques qui ne leur permettent pas d'avancer, etc. Ils sont excités dans le vagin par des sécrétions prostatiques pour monter dans la cavité utérine et puis après avec le péristaltisme tubaire se projeter dans les trompes. Et là, ils vont être attirés et excités par les cellules folliculaires qui entourent l'ovule et ils vont pénétrer et interagir avec ces cellules-là. Il va y avoir des sécrétions qui vont les hyper-exciter en plus et il y en a un qui finalement va pouvoir traverser. Pour congeler des cellules, il faut d'abord les déshydrater. Parce que, bien évidemment, quand on congèle une cellule, on fait des cristaux d'eau. Enfin, l'eau fait des cristaux, exactement, quand elle... Et vous savez comme moi que la glace est plus volumineuse que le volume d'eau qui l'a constituée. Donc, si vous faites congeler une cellule dans votre réfrigérateur, eh bien, il va y avoir des cristaux qui vont se former à l'intérieur, qui vont détruire toutes les membranes, et vous n'avez pas de cellule. Donc, le secret pour conserver une cellule, c'est de la déshydrater. Et donc, on la déshydrate et on remplace par un cryoprotecteur la cellule pour que les membranes ne soient pas toutes coagulées à coller les unes aux autres. On met un cryoprotecteur, lequel cryoprotecteur, il a comme particularité de ne pas faire du cristaux à basse température, donc de rester avec le même volume. Donc, on déshydrate la cellule, on met un cryoprotecteur et après on descend en température. Alors avant, on avait des appareils qui permettaient de descendre en température extrêmement réglée et il y avait ce que l'on appelait à un moment donné un seeding, c'est-à-dire on avait déshydraté les spermatozoïdes, on avait mis dans un cryoprotecteur, on avait mis dans le milieu et on avait mis dans les paillettes. Et on le mettait dans un appareil alimenté en azote liquide pour faire une descente en température progressive mais extrêmement basse, c'est à moins 200 degrés que sont conservés les spermatozoïdes, les embryons, les ovules. Et à un moment donné, on faisait un seeding, c'est-à-dire qu'on faisait on prenait une barre extrêmement froide et on la posait sur les paillettes de manière à faire une congélation en masse brutale. Maintenant, on fait ce qu'on appelle des vitrifications, c'est-à-dire qu'on met les spermatozoïdes dans la paillette et on envoie directement la paillette dans l'azote liquide. Ça marche très bien. Et on fait la même chose avec les ovules, maintenant qu'on sait faire. On fait la même chose avec les ovules et la même chose avec les embryons. C'est-à-dire qu'on fait des vitrifications, et les vitrifications marchent très bien. Donc il faut déshydrater, mettre un cryoprotecteur, mettre dans une paillette, et puis on va mettre dans l'azote liquide. Et puis après, c'est conservé dans des containers d'azote liquide. Bien sûr, il faut que l'azote liquide soit vérifié régulièrement, que le niveau est tout à fait soit correct. Ça se conserve éternellement.
J'ai le privilège, je ne sais pas si je l'ai toujours, mais je veux dire, j'ai micro-injecté les plus vieux spermatozoïdes autoconservés, parce que c'était le professeur David. Il y avait un jeune patient qui était venu, qui avait un lymphome, une maladie de Hodgkin, je ne me rappelle pas ce qu'on avait dit. Il avait un sperme extrêmement dégradé. Son père l'avait amené dans les premiers psychoses, dans les premières années, pour essayer de conserver son sperme. Plus exactement, d'ailleurs, le père voulait conserver le sien pour que son fils puisse éventuellement avoir des enfants par la suite. Un professeur David avait dit « On ne fait pas ce genre de choses, pas ce genre de choses ici, mais par contre, on va avoir le sperme de votre garçon. » Le sperme du garçon était effectivement très très altéré. Et à cette époque-là, il n'y avait même pas de fécondation in vitro, etc., encore moins de micro-injection. Donc, une prémonition probablement que peuvent avoir des hommes tels que le professeur David, bien que tous les techniciens aient dit « Écoutez, monsieur, on ne pourra rien faire avec ce sperme, parce qu'effectivement, à ce moment-là, on ne pouvait rien faire, il n'y avait même pas une possibilité d'insémination quelconque, il n'y avait pas de fécondation in vitro. » Il a dit « On va quand même le garder. » Il l'a gardé. Et plus de 20 ans après, j'ai eu le privilège de micro-injecter ces spermatozoïdes. Et il y a maintenant 2 jeunes hommes de 20 et quelques années, des 30 maintenant, qui peuvent se promener sur la Terre. Et c'est que je sache les plus longues conservations de spermatozoïdes qui donnaient par ailleurs des bébés. On a décongelé, dans les cadres de protocoles de recherche autorisés par l'Agence de la biomédecine, des embryons donnés pour la recherche qui étaient congelés depuis 10, 12, 13 ans, et hop, ça redémarra, comme si il n'y avait pas eu de congélation. Et c'est un des intérêts pour les femmes, justement, c'est la congélation des ovules, parce que quand, bien sûr, les ovules se dégradent en fonction de l'âge de la femme, hein, même si une femme de 35 ans est jeune, les ovules ont 35 ans, et ça commence à ne plus être si jeune que ça pour l'ovule. Mais quand on a fait des congélations d'ovules, on s'est aperçu que si on congelait les ovules d'une femme de 24 ans, par exemple, et que ces ovules étaient attribués à une femme de 39, eh bien, celle de 39 avait autant de chances d'avoir un bébé que si elle avait 24 ans. C'est l'ovule qui garde ses capacités à faire un bébé de l'âge où elle a été congelée. C'est la raison pour laquelle maintenant on fait des préservations de fertilité pour les femmes, bien évidemment, puisque comme elles transportent en permanence tous leurs ovules, eh bien, les ovules vieillissent en même temps que la femme. Et donc, si on les congèle relativement tôt, on conserve des ovules de bonne qualité. Pour les spermatos, c'est moins un problème. On n'a pas de décrit, par exemple, de dégénérescence cellulaire liée à l'âge. On sait qu'il y en a moins, mais on n'a pas décrit que les spermatozoïdes soient particulièrement affectés de quoi que ce soit du point de vue morphologique, en tout état de cause, par l'âge. Pour la composition génétique, ça, c'est une autre histoire. On décongèle complètement et on vide les spermatos dans une goutte à 37 degrés. Et ils redémarrent. Ils sont contents. Et ils se réhydratent, bien évidemment, il faut les rincer, ils se réhydratent. Toutes nos cellules ont 23 paires de chromosomes. Dans chaque paire, numéro 1, numéro 2, etc., il y en a un qui vient de papa et un qui vient de maman. Donc on a un chromosome 1 de papa, un chromosome 1 de maman. Toutes nos cellules, la peau, l'intestin, etc. Quand une cellule va se diviser pour donner 2 cellules filles, elle commence par multiplier les chromosomes par 2. Donc 23 paires de chromosomes, ça fait 46. Et elle en donne 23 paires à chacune des cellules filles, bien évidemment. Et chez la cellule fille, pour chaque paire, il y en a un qui vient de papa, un qui vient de maman. C'est cool. Les spermatozoïdes et ovocytes ne se divisent pas, ils fusionnent ensemble. Donc s'ils ont 23 paires chacun, 46 pour le bébé, no way, ça ne peut pas marcher. Donc, les spermatozoïdes et l'ovocyte sont tenus de perdre chacun un set de chromosomes pour pouvoir fusionner ensemble et refaire 23 paires de chromosomes, et pour chaque paire, il y en a un qui viendra de papa, un qui viendra de maman. Alors moi, je suis en train de le faire, là, en ce moment.
suis un peu comme M. Jourdain, je fais de la mitose sans m'en apercevoir, mais tous les hommes sont la même chose. C'est-à-dire que, comme les hommes produisent des spermatozoïdes en permanence, et à un moment donné de la formation des spermatos, la cellule se divise sans multiplier les chromosomes. Spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide, il y a un mécanisme qui fait que, automatiquement, la cellule se divise sans multiplier les chromosomes, ce qui fait que, assez rapidement, on a un spermatozoïde à N chromosomes et non pas à 2N chromosomes. C'est simple, c'est de bon goût, ça marche bien. Pour ce qui concerne l'ovule, c'est l'hallucination mentale. Le mécanisme par lequel l'ovule éjecte la moitié de ses chromosomes, tenez-vous bien, commence dans l'ovaire fœtal de la petite fille dans le ventre de sa maman au 4e mois de la vie intra-utérine. Ça commence, mais ça se bloque. Ça se bloque. Au stade dicté de la prophase de la première division de méiose. Ça se bloque. Et ça ne se débloque que 36 heures avant chaque ovulation. C'est-à-dire une femme qui a 25 ans, ça fait 25 ans de blocage quand elle ovule. Donc, vous imaginez bien que quand le mécanisme doit reprendre la sélection des spermatos pour... pas des spermatos, des chromosomes, excusez-moi, celui qui doit rester, celui qui doit être éliminé, etc. Quand ça a été bloqué pendant 25 ans, ça foire 4 fois sur 5. Quand c'est 30 ans de blocage, ça foire encore un petit peu plus. Et quand c'est 40 ans, ça foire quasiment complètement à tous les coups. Ce qui est la raison pour laquelle, au tout début, on cherchait les trisomies 21, souvent chez les femmes à partir de 38 ans. C'est elles qui, bien évidemment, avaient les plus fréquentes. Qu'est-ce qui se passe dans les trisomies 21, par exemple? Eh bien, le chromosome 21 a une particularité de morphologie ou de place dans le noyau qui fait que lorsque l'ovule est tenu d'expulser la moitié de ses chromosomes, souvent, il oublie le 21. Il garde les deux 21. Une homodysomie uniparentale. Bien sûr, le spermatozoïde se ramène avec le sien, ça en fait 3, ça fait la trisomie 21. Mais il n'y a pas que le chromosome 21 qui est affecté par ce mécanisme, mais sauf que lui, il est viable. Enfin, les enfants restent viables. Et c'est une anomalie de la méiose, justement, et qui augmente au fur et à mesure où l'ovule perd ses forces avec l'âge. Assez miraculeusement, notre molécule améliore cette ségrégation des chromosomes. C'est-à-dire que quand on fait maturer des ovocytes in vitro, quand on les met dans un milieu de maturation, on va maturer, on va avoir tant d'ovocytes correctement formés du point de vue du nombre de chromosomes, d'ovules, plus exactement formés, mais quand on met la molécule que nous avons créée, on améliore, on augmente le nombre d'ovules correctement formés du point de vue des chromosomes. Mais on s'est aperçu aussi que cette molécule stimule le développement embryonnaire, humain, précédent. On a eu les autorisations, bien sûr, de faire ce genre de choses. Et on a de bonnes évidences sur lesquelles ça augmente le nombre de grossesses et de bébés. Effectivement, c'est un scoop. Un scoop. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Merci encore une fois au professeur Wolf et à l'hôpital Cochin pour cette précieuse interview. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.